Bonjour à vous, merci d'écouter aujourd'hui ce que je souhaite vous raconter à propos de Charles Fourier et de son utopie sociale. Charles Fourier est un philosophe, économiste et sociologue français, né en 1772 et mort en 1837. On peut le considérer comme un véritable génie philosophique, alors qu'il ne figure pourtant pas très souvent dans les manuels et dans les programmes de philosophie. Charles Fourier est en effet un philosophe relativement méconnu et assez rarement étudié. Et pourtant, c'est un penseur considérable qui va énoncer des théories vraiment originales et novatrices. D'abord, c'est un grand utopiste. Il va en effet imaginer une société idéale et ses théories influenceront beaucoup de philosophes du XIXe siècle. On peut le considérer également comme un précurseur du communisme. Fourier écrit environ 50 ans avant Karl Marx et Friedrich Engels, qui deviendront les théoriciens du communisme et qui reconnaîtront s'être inspirés en partie, en tout cas, de Fourier. Il est aussi un des premiers grands critiques du capitalisme, régime économique qui est en plein essor à son époque, nous sommes en pleine révolution industrielle, mais régime qui a le tort de produire une petite minorité de riches et surtout une grande majorité de pauvres. Enfin, on peut voir en Fourier un véritable précurseur de la libération sexuelle, alors que nous sommes à une époque extrêmement puritaine, extrêmement prude et sévère. Tout cela fait de Fourier un philosophe important qui mériterait d'être davantage étudié et donc connu. Malheureusement, il souffre de graves problèmes de santé mentale et aussi d'un goût certain pour l'alcool qui font qu'on n'a pas toujours considéré ses écrits comme très sérieux ni très crédibles. Il est vrai que certains textes paraissent effectivement assez délirants. En plus, il faut bien reconnaître que ces livres ne sont pas toujours très faciles d'accès. Ces textes sont souvent truffés de néologismes, c'est-à-dire de mots nouveaux qu'il vient d'inventer, qu'il est le seul à comprendre et qu'il ne définit généralement nulle part. Bref, quand on lit Fourier, il faut s'accrocher, relire une phrase, recommencer un paragraphe, interpréter, deviner, conjecturer, relire encore. Toutes ces difficultés découragent manifestement aujourd'hui beaucoup de philosophes et beaucoup de professeurs de philosophie également, et Fourier reste donc malheureusement peu souvent étudié. Je vous propose que nous abordions ensemble cette philosophie très originale. Je propose que nous explorions pas à pas cette pensée hors norme que Marx a décrite comme étant une des plus belles utopies de l'histoire des peuples. La philosophie de Fourier repose sur la notion d'attraction passionnée. Cette attraction est un dérivé psychique de la loi de l'attraction universelle découverte par Isaac Newton au XVIIe siècle. Fourier envisage l'attraction passionnée comme une espèce de complément psychique à la théorie de la gravitation universelle des corps matériels du célèbre savant anglais. Newton a découvert pourquoi et comment les corps matériels, c'est-à-dire la matière, par exemple les astres, s'attirent les uns les autres. Il a découvert les lois de cette attraction matérielle. Fourier, lui, nous explique pourquoi et comment les éléments psychiques, c'est-à-dire l'esprit, est poussé à agir, attiré par telle ou telle chose. Résumons et simplifions aussi. L'attraction passionnée, appelons-la la passion, c'est ce qui va pousser l'être humain à agir. L'attraction passionnée, la passion, c'est cette impulsion qui nous attire, qui nous emporte, qui nous entraîne à faire telle ou telle chose. Fourier regrette que la philosophie, depuis le début de son histoire, se soit basée sur la raison et exclusivement sur la raison. Il estime que la raison est une force négative, bien inférieure à la passion. C'est la passion qui est fondamentale, car c'est elle qui me pousse à l'action. La passion est essentielle, les passions sont essentielles, et Fourier, qui est un grand amateur de classification, va énumérer et détailler les principales passions humaines. Il en compte 12. Et parmi ces 12 passions, je m'attarderai sur les 3 dernières qui paraissent être les plus importantes. Il y a d'abord les 5 passions qu'il qualifie de sensuelles, car elles sont liées aux 5 sens. La passion qui me pousse à regarder, à toucher, etc. Il y a ensuite les 4 passions affectueuses,
qui comprennent l'amour, l'amitié, l'ambition et le familisme. Cette dernière passion, le familisme, nous donne un premier exemple de néologisme, de terme inventé par Fourier. Il définit cette passion comme l'impulsion qui me pousse à rechercher la compagnie des autres et donc à ne pas rester seul. Enfin, il y a trois passions qu'il appelle mécanisantes ou parfois aussi organisatrices ou même distributives. Parmi celles-ci, on trouve d'abord la passion papillonne. Il s'agit d'une force qui nous pousse à la variété périodique, à l'alternance. Cette alternance, Fourier la situe d'abord sur un plan professionnel. On ne peut pas effectuer toute sa vie le même métier. À force de faire toujours la même chose, le travail devient pour moi quelque chose de pénible, une corvée, et donc quelque chose qui nuit à mon bonheur. Si je veux être heureux, je dois faire en sorte que le travail reste en permanence quelque chose de plaisant, une activité agréable. C'est pourquoi Fourier propose que nous puissions varier nos activités professionnelles très régulièrement, que nous alternions différents métiers, que nous changions de profession et d'activité très souvent. Ainsi, on n'a pas le temps de s'ennuyer, le travail n'a pas le temps de devenir une corvée pénible, et nous sommes heureux. Cette alternance n'est pas seulement professionnelle, mais elle est également sexuelle. Et le raisonnement est identique. On ne peut pas coucher toute sa vie avec la même personne. Ici aussi, l'ennui nous guette, et si nous voulons être heureux, nous devons avoir la possibilité de varier les partenaires sexuels, de multiplier les expériences. Papillonner, butiner, nous conseille Fourier. C'est indispensable si on veut être heureux. Bref, ce que Fourier nous dit ici, c'est que la fidélité va à l'encontre de notre bonheur. La fidélité est dépassée. La preuve en est, nous dit le philosophe, qu'il suffit de regarder autour de soi et de voir l'ampleur du phénomène d'adultère. Tout le monde se trompe, nous dit-il. Comme l'écrit un poète, il y a deux sortes de femmes, celles qui trompent leur mari et celles qui prétendent le contraire. Cette conception amusante serait sans doute partagée par Fourier, qui est allé jusqu'à écrire un petit texte assez drôle dans lequel cet amoureux des classifications distingue et détaille 80 sortes de cocus différents, parmi lesquels chacun d'entre nous peut se situer assez facilement. Plus sérieusement, ce constat d'infidélité généralisée, c'est le signe que le mariage monogame que nous connaissons ne nous rend pas heureux. La monogamie est dépassée. Si nous voulons être heureux, nous allons devoir faire en sorte de permettre à toutes nos passions, et notamment à cette passion papillonne, d'être vécues, d'être satisfaites. C'est là le prix de notre bonheur. Après la passion papillonne, on trouve la passion composite, une passion qui nous pousse à réaliser des ajustements harmonieux, à combiner, à composer différents plaisirs. C'est une passion qui me pousse à associer les plaisirs des sens et le plaisir de l'âme, de l'esprit, de l'intelligence. Et enfin, il y a la passion kabbaliste, qui répond à un besoin d'intrigue et de nouveauté. C'est une passion qui me pousse à expérimenter ce que je ne connais pas encore. C'est une force qui m'attire vers le neuf, vers l'inédit, mais aussi vers l'interdit, par opposition au calme plat et ennuyeux de la vie un petit peu pépère que nous menons dans notre société actuelle. Si je veux être heureux, je dois pouvoir satisfaire et vivre pleinement ces douces passions. Or, il est évident que la société les entrave, les empêche, me pousse à les dominer, à les réprimer. La plupart des philosophes jusqu'alors nous conseillent de nous fier à notre raison et non à nos passions, et ils nous donnent des recettes pour tenter de vaincre nos passions, de les étouffer. Fourier s'inscrit en porte-à-faux par rapport à cette conception habituelle, traditionnelle d'une raison toute-puissante. Puisque la société essaye de nier nos passions, alors que celles-ci sont essentielles à notre bonheur, plutôt que d'obéir à la société en réprimant nos passions, nous devons obéir à nos passions et donc transformer la société pour qu'elle devienne un endroit dans lequel nos passions pourront s'exprimer, s'extérioriser, se vivre pleinement et nous permettre ainsi d'atteindre le bonheur. Notre tâche va donc être de transformer la société et de créer un monde nouveau dans lequel nous serons enfin heureux. Cet objectif de transformation de la société repose notamment sur une théorie du progrès assez originale. Comme beaucoup de ses contemporains, Fourier élabore une théorie du progrès des sociétés.
Selon lui, l'humanité, dans son histoire, traverse 6 stades successifs. L'Éden, la sauvagerie, le patriarcat, la barbarie. Le 5e stade, c'est la civilisation. Et la civilisation, c'est l'époque actuelle. En tout cas, c'est l'époque de Fourier, c'est-à-dire le 19e siècle. C'est l'époque qui correspond au capitalisme, ce régime économique néfaste et malfaisant qui condamne une immense majorité de gens à la pauvreté, à la misère, au malheur. La civilisation, ce 5e stade du progrès dans lequel nous vivons actuellement, n'est donc qu'une étape, une période nuisible et désagréable, mais qui heureusement ne sera plus qu'un mauvais souvenir quand nous accéderons au 6e stade, l'harmonie. L'harmonie, comme son nom l'indique, c'est l'époque, c'est le moment de l'histoire de l'humanité auquel les hommes et les femmes pourront enfin vivre toutes leurs passions et être heureux. On peut considérer cette théorie de l'harmonie, cette utopie sociale, comme une sorte de rêve de compensation vis-à-vis de la réalité sociale du XIXe siècle. Émile Zola, que vous avez sans doute lu, ou au moins parcouru, Zola, qui écrit pourtant 30 ou 40 ans après Fourier, a bien décrit lui aussi les drames du capitalisme, la misère des ouvriers, l'extrême pauvreté dans laquelle beaucoup vivaient. Face à un monde qui rend les gens malheureux, face à un monde dans lequel les gens sont pauvres et misérables, Fourier va imaginer une société idéale qui rendra les gens heureux. En plus de souligner la responsabilité du capitalisme et de la civilisation dans la misère que vit le peuple, Fourier va aussi proposer une réflexion qu'on peut appeler écologiste, et c'est assez remarquable car ce genre de considération n'est pas du tout à l'ordre du jour au début du XIXe siècle. Personne, ou presque, ne s'y est encore intéressé, et pour cause. Il faut d'abord endommager la planète et détruire notre environnement pour voir apparaître le début d'une réflexion critique sur l'industrialisation et sur les solutions à apporter pour préserver la nature. On trouve chez Fourier cette réflexion critique et il entreprend de dresser la liste provisoire des dégâts causés par la civilisation et donc par l'industrialisation. L'air est parfois irrespirable, écrit-il. Les forêts disparaissent, les excès climatiques se multiplient. À l'évidence, on jurerait un texte écrit aujourd'hui. Conjointement à ça, il propose également une réflexion sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la malbouffe. Il critique notamment la qualité déplorable des aliments proposés par la civilisation, donc par le régime de production libéral et capitaliste. La pollution rend les légumes immangeables, diverses substances chimiques rendent les viandes mauvaises, etc. Et comme tout est lié, il constate que les gens riches peuvent s'offrir de meilleurs aliments et donc être en meilleure santé, tandis que les pauvres crèvent de faim ou meurent d'ingérer de la mauvaise nourriture. Heureusement, bientôt, en harmonie, le plaisir et la qualité liés à la nourriture seront la norme et permettront une véritable gastrosophie, c'est-à-dire une transmission de la culture du plaisir par l'art culinaire. La théorie du progrès chez Fourier comporte donc 6 stades, là où celle de Condorcet en comptait 10 provisoirement. Condorcet insistait sur le caractère linéaire et infini du progrès de l'humanité. Et qu'en est-il chez Fourier ? Qu'y aura-t-il après le 6e stade ? Qu'y aura-t-il après l'harmonie ? Selon le philosophe, lorsque nous atteindrons l'harmonie, ce stade durera 35 000 ans, suite à quoi l'humanité retombera au bas de l'évolution, en Éden, et recommencera à parcourir les différents stades, aboutissant à nouveau en harmonie pendant 35 000 ans, et ainsi de suite. On a donc une conception cyclique du progrès. Là où chez Condorcet le progrès était linéaire, il est envisagé ici comme cyclique. L'histoire de l'humanité est vue comme une suite de cycles constitués toujours des mêmes étapes que l'on parcourt dans le même ordre. Emporté par sa fougue et par une éloquence qui tombe parfois dans l'extravagance, Fourier va s'employer à détailler assez minutieusement les caractéristiques principales de cette harmonie. Lorsque nous vivrons en harmonie, dit-il, les États disparaîtront pour laisser la place à de petites unités, les phalanstères, qui sont de gigantesques bâtiments dans lesquels vivront 810 hommes et 810 femmes, ce nombre précis correspondant aux différents caractères psychologiques que Fourier a dénombrés.
Fourier imagine les phalanstères comme des sortes de palais pour les ouvriers. Puisque je ne peux pas transformer leur petite maison misérable en palais, écrit-il, je choisis de transporter les ouvriers au sein d'un palais. Dans chaque phalanstère règne la liberté attractive en ce qui concerne la sexualité. La liberté sexuelle est absolue. Chacun peut avoir des relations sexuelles, que Fourier préfère d'ailleurs appeler des échanges harmoniques intenses, avec absolument n'importe qui. Chacun peut papillonner avec n'importe qui sans aucune exclusive. Cette liberté sexuelle est une des conséquences nécessaires de l'infidélité généralisée que le philosophe a pu observer. L'institution du mariage monogame, en vigueur en Occident, est périmée, dépassée, obsolète. En lieu et place de cette monogamie archaïque et démodée, Fourier propose une sorte d'omnigamie effective, une sorte de système dans lequel on imagine que tous les habitants d'un phalanstère sont mariés les uns aux autres et peuvent donc librement avoir ensemble des relations sexuelles, ou plutôt des échanges harmoniques intenses, pour reprendre les termes de Fourier. La liberté sexuelle est totale, l'amour sous toutes ses formes est encouragé. Le respect de la passion papillonne commande que nous puissions profiter d'une variété en matière de sexualité, mais aussi en matière professionnelle. Dans ce domaine, Fourier préconise un système nous permettant de changer d'activité plusieurs fois par jour. Ainsi, le travail n'est jamais vécu comme une corvée ou une punition, mais au contraire, travailler reste attrayant, enthousiasmant, c'est un facteur d'épanouissement. Travailler reste un plaisir. Proche d'un idéal communautariste, voire communiste, Fourier imagine le phalanstère comme une association de production et de consommation fondée sur la copropriété, car le bâtiment appartient à tous ses habitants, mais aussi sur la cogestion, car il n'y a pas un chef, toutes les décisions étant prises en commun. Et l'idéal communiste ne s'arrête pas là, puisque Fourier préconise la mise en commun de tous les revenus et le partage équitable de ceux-ci. Ces dernières conceptions, la copropriété, la cogestion, le partage égalitaire des richesses et des revenus, s'inscrivent dans un mouvement célèbre du début du XIXe siècle que l'on appelle le socialisme utopique. Le socialisme utopique est une doctrine qui repose sur l'idée de progrès et sur la confiance dans l'humanité et dans la technique. D'autres penseurs ont fait partie de cette mouvance, mais c'est assurément Fourier qui en est le représentant le plus original. Dans cette utopie sociale étonnante, il y a un élément sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est l'éducation des enfants. S'inspirant de Platon et de sa République, qui est considérée comme la première véritable utopie sociale de l'histoire, Fourier propose que les enfants soient retirés à leur mère dès la naissance et placés dans des crèches, situées au sein du phalanstère, où ils seront gardés, élevés et éduqués en commun par la collectivité, par la communauté. Les enfants sont donc élevés collectivement, sans contrainte, quel que soit leur sexe ou leur origine sociale. Ils sont libres et Fourier conçoit le rôle de l'éducation comme étant de permettre à l'enfant de développer toutes ses capacités et de vivre toutes ses passions. On a donc ici une conception très moderne de l'éducation, finalement très actuelle. L'enfant n'est donc pas élevé par ses parents. En fait, la notion de famille est abandonnée, car celle-ci, privilégiant souvent ses membres, nuit donc à la collectivité et à l'intérêt de tous. Les enfants deviennent les enfants de tous, comme les femmes sont les femmes de tous. Et ceci va avoir pas mal de conséquences pour la femme et pour son statut, à tel point qu'on peut considérer Fourier comme un philosophe féministe. En effet, l'enfant étant retiré à sa mère dès la naissance, celle-ci n'est plus prisonnière de son enfant, elle n'est plus obligée de le garder, de l'élever, de l'éduquer, elle est libérée de cette tâche, elle est libre de faire ce qu'elle veut une fois l'accouchement terminé. Ajoutons à cela que le mariage traditionnel est supprimé, remplacé par une sorte d'omnigamie faite de liberté sexuelle totale. Le mariage traditionnel, que Fourier voit comme le tombeau de la femme et le principe de toute servitude féminine, est donc abandonné. La femme se retrouve totalement libre. Fourier fait vraiment partie de ces quelques philosophes dont les théories contribuent à la libération de la femme.
Malheureusement, comme je l'ai dit au début, Fourier souffre de quelques problèmes de santé mentale qui auront des répercussions directes sur certains de ses écrits et qui, malheureusement, vont déforcer ses théories et faire en sorte que, souvent, on le considère au mieux comme un doux rêveur un peu dérangé, et au pire comme un dangereux malade qui prône le renversement des valeurs traditionnelles de la société. Pour seul exemple, l'idée qu'une aurore boréale produira bientôt un acide citrique boréal qui transformera l'eau des océans en limonade, cela ne peut bien sûr que décrédibiliser des théories pourtant fort originales et intéressantes. Cela dit, ces conceptions extravagantes ont souvent été exagérées et mises en exergue, au point que parfois elles sont les seules choses que l'on retient de Fourier, ce qui est assez injuste. Mais cela fait partie d'une stratégie. En effet, pour certains, c'est assez commode de dire que le philosophe qui prône le renversement des valeurs, la liberté sexuelle, la libération de la femme, mais aussi celui qui condamne le capitalisme, la destruction de l'environnement, le règne de la malbouffe, c'est un malade mental. D'une certaine façon, ça revient à dire que celui qui veut changer le monde, c'est un malade mental. Fourier n'a pas eu le bonheur de voir son utopie sociale se réaliser, se concrétiser. Il n'a jamais pu construire de phalanstère et expérimenter sur le terrain ses théories. Néanmoins, 5 ans après sa mort en 1837, à l'initiative de quelques passionnés de son œuvre, un premier bâtiment, correspondant aux caractéristiques des phalanstères, est construit. Il y en aura quelques-uns qui seront édifiés, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Brésil. Le plus souvent, plutôt que de parler de phalanstères, on les appellera des familistères. Car si ces différentes expériences reprennent certaines des théories économiques de Fourier, comme la copropriété, la cogestion, la répartition équitable des richesses, tout ce qui concerne la liberté sexuelle est laissé de côté, et ces familistères sont occupés par des familles traditionnelles, des familles au sens où nous l'entendons toujours aujourd'hui. Pour la plupart, ces expériences ont tourné court et les bâtiments ont été fermés assez rapidement ou transformés en hôpitaux ou en écoles. 2 familistères ont néanmoins perduré jusqu'en 1968, date à laquelle ils ont cessé leurs activités. Si les bâtiments existent toujours aujourd'hui, et on peut d'ailleurs toujours les visiter, presque plus personne n'y vit. Cela ne signifie pourtant pas que l'idéal communautaire, égalitaire et libertaire de Fourier est mort. Dans les années 1970, en effet, de nombreuses communautés hippies se réclamaient de ces théories, et aujourd'hui encore, on peut citer le projet Auroville, une cité expérimentale créée en 1968 dans le sud de l'Inde, un prototype de cité futuriste qui obéit aux préceptes de Fourier. La copropriété, le partage des revenus et des richesses, la liberté sexuelle, etc. Aujourd'hui, Auroville compte environ 2000 résidents appartenant à plus de 50 nationalités différentes. À l'évidence, l'idéal social et utopique de Fourier n'est donc pas mort. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.